Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous visio du Rennes, donc intitulé Les programmes de la Fondation du patrimoine. Quelles opportunités pour vos territoires? Donc, ce rendez-vous visio, il est ouvert aux membres du Rennes, mais également aux membres du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques et aux gestionnaires Natura 2000 de la région. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gunel Finanti, donc j'anime le réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels protégés de la région à la RBE, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous propose qu'on commence tout de suite, qu'on rentre dans le vif du sujet. La Fondation du patrimoine, c'est aujourd'hui un acteur majeur, hein. Ces derniers temps, elle a vraiment une attention de plus en plus forte aux enjeux du patrimoine naturel et de la biodiversité. Et donc, on va prendre un temps aujourd'hui pour comprendre les missions de la Fondation du patrimoine et sa manière d'agir finalement dans les territoires. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on va entrer dans le détail des programmes qui sont proposés par la Fondation, les programmes nationaux, patrimoine naturel et éco-restauration. Et il y aura également une présentation du prix régional patrimoine naturel et éco-restauration 2026, avec donc des retours d'expérience. Voilà, vous allez pouvoir vous inspirer et des clés de réussite pour vos dossiers. Je vous invite à noter vos questions dans le chat au fur et à mesure en fait des présentations. On va garder un temps donc à la suite des deux interventions. Ce temps de questions-réponses sera animé par Sandrine Albedel, donc la chef du pôle connaissance des territoires réseau d'acteurs à la RBE. Et donc, n'hésitez pas à indiquer au niveau de vos questions quel type de gestionnaire vous êtes également. Ça pourra peut-être servir pour les réponses par la suite. Je vous propose, sans plus attendre, de passer la parole à Denis Marcel, qui est responsable des partenariats Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les patrimoines maritimes, fluviales et naturels, donc pour la Fondation du patrimoine, et qui va vous présenter qui est la Fondation, ses grandes missions, ses types d'actions et d'accompagnement, ainsi que les différents leviers financiers en fait qu'elle mobilise. Denis, je vous laisse la parole. Merci Gunel. Et merci à l'ARC de nous donner cette opportunité d'être à vos côtés. Moi, je vais vous présenter les missions de la Fondation et vous dire en quoi elle peut servir vos projets d'espace naturel et de milieux aquatiques. Et je passerai la parole plus longuement à Dominique, notre experte en milieu naturel, qui vous décrira le menu dans le détail. Alors, notre Fondation a 30 ans. On peut passer au slide suivant. Elle a été créée en 1996 par plusieurs entreprises du CAC 40 qui ont bien compris que la restauration et la valorisation du patrimoine étaient des outils de développement de l'attractivité territoriale, notamment à travers l'utilisation d'emplois ou d'insertion vers l'emploi, et que donc c'était de nature à fédérer les populations dans les territoires, et donc c'était bon pour les entreprises. En quelque sorte, une philanthropie bien comprise. La mission première de la Fondation du patrimoine, c'est de veiller à la protection, à la restauration, à la valorisation des patrimoines. J'emploie le pluriel parce qu'il y a les patrimoines bâtis, donc immobiliers, les patrimoines mobiliers, au sens juridique du terme, tout ce qui est meuble, tout ce qui bouge, et le patrimoine naturel, comme on le verra avec Dominique. Et ce patrimoine naturel, j'en parle d'ores et déjà parce qu'il est dans les gènes de notre fondation depuis le début, même si depuis 10 ans, effectivement, il s'est significativement développé, d'où les prix que Dominique présentera et les programmes tout à l'heure. Voilà. Cette fondation, elle agit surtout à travers son réseau de bénévoles. Nous sommes aujourd'hui près de 1300 en France, y compris en Outre-mer, des gens qui donnent généreusement leur temps et qui représentent la Fondation dans toute la typologie de ses actions. C'est important de parler de patrimoine parce que le patrimoine, eh bien, les Français en sont fiers. Une étude récente montrait que près de 90% d'entre eux sont fiers et donc voilà, c'est une invitation à l'action. On peut passer au slide suivant pour se dire en quelques mots-clés que la Fondation, c'est bien plus que la culture. On est surtout connu pour la rénovation des églises et des chapelles, mais c'est bien autre chose et j'espère qu'avec Dominique, on va pouvoir vous en convaincre. Sauver le patrimoine, c'est utiliser des ressources locales, c'est utiliser des emplois souvent non délocalisables comme des guides,
des artisans, des conservateurs. C'est créer toute une dynamique dans le tissu économique local et donc c'est participer explicitement à la dynamique de l'attractivité territoriale, nonobstant naturellement la transmission aux générations futures. Mais j'utilise volontiers ce slide pour montrer que ça dépasse largement le registre culturel dans lequel nous sommes généralement un peu enfermés. On peut passer au suivant. Je vous parlais des patrimoines. Vous retrouvez là quelques exemples. Bien sûr, il y a dans le bâti les églises et les chapelles, mais il y a aussi les musées, les demeures, les moulins, les fabriques, les fontaines, les lavoirs. Pour reprendre une thématique qui m'est chère, qui est celle du maritime et du fluvial, je pourrais parler des infrastructures portuaires, par exemple la Darse à Villefranche-sur-Mer, le Marégraphe à Marseille. On pourrait parler des phares aussi. Dans le mobilier, il y a le patrimoine roulant. Et je le développe un peu parce que ça peut vous donner des idées. Ce sont les automobiles, les autocars, les trains et plus récemment les avions volants aussi. Des avions qui ont un patrimoine historique. Dans le maritime et le fluvial, toujours, tous les types de bateaux. Il y a des pointus marseillais, il y a des bateaux d'exploration scientifique comme le Bathyscaphe à Marseille, le France 3 qui est un bateau de course, des tableaux, des statues, des sextants, des armillaires, des cartes. Et enfin, et c'est l'objet du jour, naturellement, le naturel que je ne développe pas, mais là vous verrez aussi qu'il y a une véritable diversité, en ce incluse la flore et la faune. Je peux passer au suivant. Et donc, si vous ne deviez retenir que 3 mots-clés au sujet de ce que veut faire et veut réussir la Fondation, ce sont les territoires, l'emploi et l'environnement. Les territoires parce qu'ils ancrent les habitants autour, et on en revient à la genèse de la Fondation, hein, voulue par les entreprises du CAC 40 pour maintenir des forces vives au cœur des territoires. Et d'ailleurs, les mécènes nationaux de la Fondation récompensent à près de 90% des, des patrimoines qui sont ancrés dans les territoires, et en particulier les petites communes, hein, dans 70% des cas. Regardez le chiffre de l'emploi, il est auto-explicite, hein, 1,5 million d'emplois autour de la protection, de la restauration et de la valorisation du patrimoine. Et enfin, l'environnement au sens large, hein, c'est le cadre de vie, c'est la qualité de vie. J'ai noté récemment dans une étude Opinionway pour les Échos que le cadre de vie était le 2e critère d'importance pour les Français hors des grandes villes. Donc, c'est dire l'importance de l'environnement au sens large. Et naturellement, ça inclut les paysages, les animaux, les plantes et nos milieux naturels au sens large. Et dans le slide suivant, je fais un petit zoom sur notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec quelques chiffres qui vous situent notre dynamique. On est en transformation et en tout cas, vu de l'intérieur, ça se voit. J'espère qu'on pourrait dire avec vous dans quelques temps que ça soit aussi de l'extérieur. On a soutenu l'an dernier 360 projets publics-privés. C'est comme si chaque jour, un projet nouveau venait à être soutenu par la Fondation. C'est aussi comme si près de 40% des communes, il y en a 960 en PACA, avaient souscrit à un projet par an avec la Fondation. Et dans les chiffres financiers, vous en voyez 3. Le premier, 1,8 million, c'est-à-dire 2 millions, c'est le fruit des souscriptions publiques, c'est-à-dire l'argent levé auprès du grand public, qui témoigne de la dynamique des porteurs de projets. Les 5 millions, c'est l'ensemble des sommes qui ont été versées par la Fondation et qui inclut les 2 millions. Et la différence entre les deux, c'est ce que je vais décrire un peu plus tard, c'est tout ce qui peut aider vos projets de milieux naturels, de milieux aquatiques, en plus de la collecte. Donc les prix que Dominique va développer, mais aussi le mécénat dans le tissu économique local, régional ou national. Et cet argent, 5 millions, il a contribué à aider à environ, et même un peu plus de 85 millions d'euros de travaux. Donc vous voyez que à travers ce levier, il y a une contribution significative de la Fondation et de ses partenaires autour des projets patrimoniaux en PACA. Et tout ça alors les chiffres sont déjà battus en brèche. On était près de 100 bénévoles fin décembre, on est à peu près 115 aujourd'hui. On vise 130 fin 2026 et en rythme de croisière à partir de fin 2027, 150 bénévoles.
Donc vous voyez que voilà, vous avez raison de peut-être nous prêter de l'attention et un peu de confiance. J'en viens aux moyens d'action. Donc, dit plus crûment, comment trouver de l'argent hein, pour financer les projets? Où est l'argent, comme on dit? Où sont les sources de financement? Alors là, vous avez une roue un peu technologique qu'on appelle l'ingénierie financière. Finalement, c'est l'ensemble des ressources qui sont mises à la disposition de vos projets. Je vais la lire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par le loto du patrimoine, en haut à droite. Je commence par là parce que c'est le plus connu, et c'est d'ailleurs un peu réducteur, mais c'est par là que le grand public connaît la Fondation du patrimoine, à travers la mission Bern, hein, qui a été confiée par le président de la République à Stéphane Bern, qui la porte très bien d'ailleurs. Ce loto du patrimoine, il s'intéresse au patrimoine bâti en péril à travers tout type de bâtiments, des églises, des usines, des forts, des lavoirs, des théâtres, des maisons d'illustres, dans toutes les périodes historiques. Donc c'est vraiment très large. Et il est important parce que il permet à la Fondation du patrimoine, qui en est l'opérateur, de distribuer en France 32 millions d'euros par an. Donc c'est assez significatif. Hein. Nos ressources sont de 110 millions d'euros en 2025, hors exceptionnel, comme le solde de financement de Notre-Dame. Mais sur les 110, il y en a 32 qui viennent du loto. Et peut-être que dans les bâtis associés à des milieux naturels, vous trouverez là matière à candidater. À côté du loto du patrimoine, sans inverse aiguille du montre, les collectes de dons, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est le nerf historique de la guerre. Hein. C'est le premier outil, j'allais dire, historique et le premier outil en importance de la Fondation. Là aussi, 32 millions d'euros, comme le loto du patrimoine en 2025. Et les collectes de dons, elles sont importantes et j'y reviendrai dans le slide d'après, parce que une collecte de dons dynamique, elle montre l'engouement populaire pour le projet. Et donc, elle est susceptible d'attirer des mécènes alentour, peut-être des TPE et des PME aussi, mais aussi la Fondation, qui, par ses fonds propres, et c'est ce que vous voyez en bas à gauche dans les aides directes, peut souhaiter abonder, peut souhaiter accorder un supplément d'âme à un projet pour lequel la collecte est très dynamique. Bon, vous avez ensuite un chapitre relatif aux mécènes, 15 millions en 2025, donc c'est quand même significatif, c'est la moitié de ce qui précède, mais c'est quand même significatif, essentiellement par des mécènes nationaux, mais comme je le disais en introduction, qui servent à 90% des projets ancrés dans les territoires et surtout dans les petits territoires. J'en parle parce que le mot mécénat est un peu nouveau, enfin, il y a peut-être quelques années, mais il est un peu nouveau dans le vocabulaire de la Fondation. La Fondation s'intéresse aux collectes, mais elle s'intéresse aussi à aider les porteurs de projets à trouver de l'argent via des entreprises privées, et c'est important de le dire. Ensuite, il y a des programmes thématiques. Je pense que le premier est intéressant, c'est le programme Patrimoine en plat, parce qu'il inclut le bâti en péril, mais aussi les milieux naturels en péril. Vous en avez d'autres, le patrimoine naturel, biodiversité, bien sûr, sur lequel Dominique va revenir. Ensuite, vous avez des aides directes. C'est essentiellement de l'abondement de la fondation sur fonds propres. Sachez que nous avons des legs et donations et que nous héritons aussi, qu'à dire, de 3/4 des successions en déshérence qui sont collectées par l'État. Et c'est un dispositif réglementaire. Un mot sur le label qui reconnaît le bâti privé, pour autant qu'il y ait un accès au public post-restauration, et donc ça ouvre de nouvelles portes. Nous avons aussi, ça et là, des partenariats avec les collectivités territoriales, les régions, des départements, des communes. Et enfin, nous organisons un certain nombre de prix et de concours, dont le prix régional hein, du patrimoine naturel et de la biodiversité, et quelques autres. Donc vous voyez, il y a tout un jeu de dispositifs qui peuvent venir servir au projet, à commencer par la collecte. Hein, je n'insisterai jamais assez dessus. Excellente transition, merci. Voilà, la collecte, je voudrais vraiment que vous vous souveniez que c'est important pour nous et ça nous donne confiance dans celle que vous avez dans vos propres projets. Et on l'a vu l'an dernier, la Fondation, cette délégation régionale, est en capacité, quand cela apparaît une bonne chose, d'abonder, d'aider certains projets. Mais la collecte, ça n'est pas une ambition, c'est même un objectif de la Fondation
que d'être associé à chaque projet, et en particulier à chaque projet de milieu naturel en 2026. Au moins une collecte par an, par département. Voilà. Et finalement, pour conclure, donc ça c'est le développement un petit peu de la collecte. En confiant la collecte à la Fondation du patrimoine, eh bien, le porteur de projet, c'est-à-dire vous-même en l'espèce, bah, vous vous allégez de toute la tringlerie administrative de la collecte, hein, d'une collecte en ligne. Nous avons des ambassadeurs sur le terrain qui sont les délégués territoriaux qui vous accompagnent du montage du projet en passant par l'ouverture de la collecte jusqu'à sa clôture. Les donateurs sont remerciés par la Fondation en votre nom. Les reçus fiscaux sont émis par la Fondation. Et comme vous le voyez, la ponction des frais administratifs est très faible eu égard à certaines autres fondations, 6%. C'est-à-dire que 94%, c'est-à-dire la très très grande majorité de l'argent des donateurs va au projet. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Voilà. J'ai presque trop parlé, probablement. Ben voilà, je pense qu'on est tous mobilisés pour le patrimoine. Vous l'étiez déjà, mais c'est le moment pour vous d'entendre Dominique sur le patrimoine naturel. Merci. Merci beaucoup, Denis, hein, pour cette présentation qui permet de bien situer la Fondation du patrimoine, ses missions, ses moyens d'action. Donc, en effet, on va passer directement au temps agir et clés de réussite. Et donc, avec un focus sur les dispositifs qui qui vous intéressent particulièrement. Donc, les programmes nationaux patrimoine naturel et biodiversité et éco-restauration, ainsi que le prix régional. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Dominique, donc délégué du patrimoine naturel à la Fondation. Bonjour à tous. Alors, j'ajoute régional, hein, parce que je suis déléguée régionale. Oui, régional, oui. Naturel, je sais. Mais voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire un focus sur les 3 dispositifs d'aide financière que propose la Fondation du patrimoine. Les deux programmes nationaux thématiques, le patrimoine naturel et biodiversité et l'éco-restauration. Et plus rapidement, le prix régional, qui est un prix créé au niveau PACA par la délégation régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis un an. Donc, cette année sera l'occasion de donner un deuxième prix. Voilà. Alors, vous pouvez passer, merci. Et puis encore, en fait, ma présentation là, va être peut-être un peu plus sèche à partir de maintenant que celle de Denis, parce que c'est un petit peu technico-administratif, mais enfin, je pense que c'est important de donner ces éléments tout de même à vos structures expertes et qui forcément ont peut-être l'occasion de pouvoir être aidées par la Fondation du patrimoine. Certaines le sont déjà également. Donc, le programme patrimoine naturel, c'est préserver et valoriser le patrimoine naturel. Hein, c'est une mission historique, comme le disait Denis, de la Fondation. Que décrit d'ailleurs l'article L 143.2 du Code du patrimoine lors de la création en 1996 de la Fondation. Alors, il est dit, elle contribue à la sauvegarde des monuments, des édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, disparition ou de dispersion. Vous voyez, le patrimoine naturel est dès le départ intéresse dès le départ la Fondation du patrimoine, mais il y a pendant quelques dizaines d'années un peu un frein, puisque ce n'est qu'en 2019 que la montée en puissance du patrimoine revient avec la constitution d'un conseil scientifique en 2022 pour aider la Fondation dans le choix de ses orientations stratégiques et affiner son périmètre d'action, ainsi que la réalisation d'une étude d'impact environnemental en 2023 pour, d'une part, aider à sélectionner les projets qui lui sont proposés grâce à un outil d'analyse
et qui renforce son action. Et il s'agissait également d'identifier l'impact des projets et leurs bénéfices pour l'environnement, le partager avec les parties prenantes, que ce soit les porteurs de projets, les mécènes, euh, les partenaires, et ainsi de renforcer leur soutien sur le long terme. Enfin, la mise en place d'un réseau de bénévoles thématiques au niveau régional et maintenant départemental autour du patrimoine naturel et la formation de l'ensemble des bénévoles et des salariés qui complètent complètement cet ensemble. Donc, on va passer donc au patrimoine naturel. Peut-être on revient sur la slide précédente. L'objectif, hein, c'est bien de soutenir les projets de lutte contre l'érosion de la biodiversité et le changement climatique. Et on a deux types de projets qui sont éligibles. D'une part, la protection de la faune et de la flore autour du bâti, la restauration, la valorisation des parcs et des jardins, la renaturation, puis on rentrera plus dans le détail sur certains exemples. Et le deuxième type de projet, c'est la préservation des paysages, des espaces naturels et des espèces rares ou menacées, qu'elles soient végétales ou animales. Alors, on dispose, la Fondation du patrimoine dispose de 1,5 million pour soutenir 20 à 30 lauréats par an. Donc, en 2025, ce sont 29 projets qui ont été sélectionnés et lauréats. On veut passer au point clé. Pour les objectifs, je n'y reviens pas. Comment candidater? Donc, vous verrez, alors, là, cette année, le programme, oui, le programme Patrimoine naturel est assez, est très proche maintenant pour vous. Alors, si certains d'entre vous ont des dossiers, n'hésitez pas à nous les envoyer très rapidement, puisque les dossiers de candidature doivent nous parvenir au 30 mars, 15 avril. Hein, on va peut-être un peu glisser et se laisser une quinzaine de jours pour analyser les dossiers avant de les envoyer au siège. Et la date limite d'envoi au siège est le 27 avril pour qu'ensuite le comité de sélection se réunisse fin juin et puisse délibérer. Donc, à nouveau, pour cette année, 1,5 million pour 20 projets. Vous avez le calendrier, on peut passer, c'est ce que l'on vient de dire. Et les critères d'éligibilité, hein, alors, d'une part, le programme est ouvert à tout porteur de projet, qu'il soit public ou associatif ou privé. Les sites concernés sont nombreux. Alors, vous avez les parcs et jardins, les prairies, les zones humides, les forêts, les littoraux, les océans d'intérêt patrimonial, si possible, notamment quand les sites sont dans une aire protégée ou ou un espace abritant une biodiversité patrimoniale importante. Et la nature des projets, on peut les lister rapidement. Ce sont, alors pour ceux qui intègrent et documentent un impact direct positif sur la préservation de la biodiversité, parce que ça, c'est vraiment ce que l'on regarde en premier, c'est cet impact qu'il aura sur l'environnement. Et ils sont de trois ordres: la restauration et la renaturation de milieux naturels avec les travaux de restauration des cours d'eau, l'intervention sur des ouvrages hydrauliques dans les milieux humides, la lutte contre les espaces invasifs, l'entretien et la reconstitution de haies, la replantation de haies notamment, soutien des productions agricoles historiques menacées. Le deuxième type, c'est le renforcement de population des espaces menacés, aussi bien faune que flore. Et
on ajoute l'acquisition de foncier en vue de préserver la biodiversité, qu'à condition évidemment qu'un projet de gestion durable soit prévu sur ce site. Les travaux peuvent avoir démarré, ils doivent se terminer et ne doivent pas se terminer avant l'annonce de la sélection. Et s'ils n'ont pas débuté, ils doivent être prêts à démarrer. Donc, on va passer. Alors, les dépenses qui suivent sont éligibles uniquement à condition qu'elles soient associées à un programme de travaux, c'est-à-dire les études de type études d'impact, études thermiques pour quand on abordera l'éco-restauration, l'atlas des atlas de la biodiversité, des aménagements de sites également, ce qui peut intéresser certaines de vos structures, enfin une bonne partie, avec des créations d'observatoires, des cheminements, mais à nouveau à condition que l'on ait un impact bénéfique sur l'environnement et également les frais de fonctionnement et les salaires dédiés au projet. Par contre, ne sont pas éligibles les projets qui ne présentent pas l'impact visé de la restauration. Et notamment, on a pas mal d'indicateurs listés par la Fondation du patrimoine qui sont utiles pour cela. Et les aménagements urbains et projets type nature en ville ne sont pas non plus éligibles. Voilà quelques indicateurs, enfin les indicateurs mis le plus en avant pour comment dire, déposer enfin, dans les dossiers à mettre le plus en avant dans les dossiers de candidature pour les projets présentés, notamment les indicateurs biodiversité avec les impacts sur les habitats et les espèces. Et vous avez à renseigner le nombre d'hectares d'espaces naturels gérés par le projet, le nombre d'espèces aussi bien faune, flore, qui seront flore avec les habitats qui seront préservés ou restaurés. Le troisième critère, c'est une simple règle de 3, hein, c'est le nombre d'espèces préservées sur la surface naturelle en hectares du site qui sera géré. Et donc, voilà, c'est pas très compliqué. Et par contre, le montant des bénéfices écosystémiques qui était assez complexe et que l'on demandait il y a encore un an ou deux, à partir de cette année, seront calculés par la Fondation, parce c'est quand même un petit peu complexe et que cela peut faire peur. Voilà. Et pour les indicateurs socio-économiques, les emplois créés ou soutenus à nouveau, cette année, ça n'est pas un critère complètement obligatoire, mais on regarde assez favorablement le fait que le projet soit mis en œuvre par un chantier de jeunes ou un chantier en insertion. C'est toujours un plus. L'action de sensibilisation ou la pédagogie développée à partir du projet nous intéresse également. Et bon, les X euros de travaux générés par un apport de 1 euro par la Fondation sont à nouveau calculés par la Fondation. Voilà, et les critères d'appréciation évidemment du projet sont multiples, hein, mais notamment la qualité de présentation du dossier de candidature, la pérennité du projet, le contenu du projet technique du dossier, les études d'impact, les inventaires préalables sont importants, le caractère réplicable du projet, ainsi que les actions pédagogiques et de sensibilisation qui sont menées à partir du projet et la mobilisation des partenaires et de la population locale autour du projet.
va passer. Alors, on va passer au programme éco-restauration. Alors, vous allez me dire pourquoi le programme éco-restauration était dans un premier temps présenté avec le programme naturel. Tout simplement parce que euh, le cœur d'action tout de même de la Fondation, c'est bien la préservation du bâti ancien et que la construction ancienne était économe en énergie et en matériaux et du coup intégrer les enjeux environnementaux à la préservation du patrimoine bâti nous a semblé indispensable. Et nous sommes convaincus en effet que la restauration du bâti ancien est un levier de la transition écologique. En effet, le bâti est un gros producteur de déchets, pardon. Restaurer une maison existante ou ancienne consomme 40 fois moins de matériaux qu'une construction neuve par mètre carré. Hein, c'est d'après une étude de l'ADEME en 2019. Et le secteur du bâtiment est aussi un des plus gros consommateurs d'énergie avec 44% de consommation. Et le troisième émetteur d'émissions de gaz à effet de serre, 23%. Donc, le bâti ancien a un fort potentiel d'économie d'énergie. Et enfin, 30% de la perte de la population, pardon, 30% de la population d'oiseaux qui dépendent du bâti ont disparu en 30 ans en raison de la perte de leurs habitats, ce qui est vraiment énorme. Et pourquoi? Tout simplement à cause de la destruction du bâti ancien, de la construction de façades lisses, sans cavité. Ceci, c'est le Muséum d'histoire naturelle et la LPO qui nous ont donné ces chiffres après étude. Et donc, le bâti ancien constitue un habitat pour la biodiversité intéressant, aussi bien hirondelles, chauves-souris et autres, qu'il convient de prendre en compte dans le programme éco-restauration. Et donc, pendant quelques années, le programme éco-restauration et patrimoine naturel étaient traités dans un même appel à projet. Et puis, l'an dernier, le comité scientifique et la Fondation s'est rendu compte que dissocier les deux, en tout cas dissocier les deux appels à projets était peut-être plus lisible, ce qui fait qu'on a aujourd'hui le programme éco-restauration. Donc l'objectif de ce programme, vous avez bien compris, c'est concilier la sauvegarde du bâti, du patrimoine bâti et la transition écologique à travers deux types de projets, l'amélioration de la performance énergétique en utilisant des techniques anciennes ou respectueuses de l'environnement et évidemment des matériaux biosourcés ou géosourcés et en utilisant les filières locales. Le deuxième type de projet, et qui peut se cumuler selon le projet présenté, c'est évidemment la préservation de la biodiversité faune, flore qui niche dans le bâti ancien, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc l'enveloppe disponible pour cet appel à projet est de 500 000 euros et l'on soutient une dizaine de lauréats par an. L'an dernier, 540 000 pour 15 projets, pour une dizaine de lauréats, pardon. On peut passer. Ah oui, le point clé. Bon, les objectifs, on les a déjà balayés. Alors là, vous pouvez candidater jusqu'à mi-septembre. Donc, mi-octobre, les dossiers de candidature seront envoyés au siège de la Fondation du patrimoine et le comité de sélection se réunit en décembre. Voilà, pour 500 000 euros. Alors, vous avez à nouveau le calendrier que vous pourrez reconsulter puisque vous aurez le... Eh bien, là, il manque quelque chose. C'est bizarre, oui. Bon, critères d'éligibilité, c'est bon, c'est passé.
passer. Bien. C'est le suivant. Ah non. Bon. Alors, les critères des... Ben ouais, ça n'a pas marché. Et je vais revenir en arrière. Mais je ne sais pas comment on fait là. Hop. Voilà, c'est bon. Ah bah ça apparaît. Non? Ah bah non. Critères d'éligibilité. Oui, mais il faudrait que je vienne sur le mien. Et j'arrive pas à trouver la façon de faire marche arrière. Ouais, je vais passer. Ah bah non, ça va être un peu. Ouais, c'est ça. Alors les points clés, vous les voyez affichés maintenant? On n'entend plus. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. on vous entend, mais Et- je pense qu'il y a eu un bug au niveau de la présentation, en fait. Donc, D'accord. Et les points clés, vous les voyez affichés là? Là, on a les critères d'appréciation des projets. Ah, bon, bah, écoutez, je vais vous donner les points clés Mm. oralement et puis on reviendra sur la présentation ensuite. Donc, les objectifs, vous l'avez compris, hein, c'était l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et, bah, mais ça, on l'a passé. Oui. Alors, je ne comprends pas. Il y a peut-être bon, on va avancer. On va avancer. Hein, ah oui, non, c'était là. Les critères d'éligibilité, pardon. Alors, les critères d'éligibilité, hein, alors la nature, pour les porteurs de projets, c'est l'ensemble enfin, aussi bien public, associatif et privé sont éligibles. Hein. Donc, la nature des projets, c'est évidemment le bâti d'intérêt patrimonial, qu'il soit habitable ou non. Alors, c'est une maison, ce sont les maisons, les châteaux, granges, pigeonniers, murets, lavoirs, etc., protégés ou non. Et les travaux de restauration du patrimoine bâti qui intègrent et documentent d'une part l'amélioration de la performance énergétique en utilisant les techniques respectueuses et les matériaux biosourcés ou géosourcés et ou le maintien de la biodiversité. Ouais, mais non, mais je l'ai déjà dit. Ouais. Bon, Et ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les critères d'appréciation, on peut peut-être reprendre votre... Oui. tu vas dans Teams? Là, il y a les critères d'appréciation qui sont affichés. Ouais. Teams? Non, mais si je fais ça, on va... Non. Non, c'est pas ça. Bon, Vous voyez-vous toujours? les critères d'appréciation, tant pis, puis on va Oui. faire passer... On retransmettra aux membres votre diapositive. Oui, mais ce qui nous ennuie, c'est qu'on ne vous voit plus du tout. En tout cas, nous, on vous voit et on vous entend. Bon, Donc, Vas-y, alors on va continuez continuer. Je vais sur- continuer sur le tien. le mien qui s'affiche sur mon écran. Donc, les critères d'appréciation, c'est à nouveau la qualité de présentation du dossier de candidature, hein, les projets qui intègrent les dimensions efficacité énergétique, écomatériaux, le rôle du projet dans la transmission du savoir-faire et des techniques de restauration, le caractère réplicable du projet qui permet le partage de bonnes pratiques, le rôle du projet dans le maintien et le développement des filières locales liées aux écomatériaux et les actions pédagogiques ou de sensibilisation ainsi que la mobilisation des partenaires et de la population locale. Voilà. Alors, le prix régional du... On a changé de diapo. Le prix régional du patrimoine naturel et éco-restauration 2026, hein, c'est donc le prix dont je vous ai parlé qui a été créé l'an dernier par la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur de la Fondation. Et il rejoint, alors on a réuni les deux appels à projets en un seul. Donc je ne vais pas revenir sur les objectifs
Par contre, l'enveloppe disponible est plus faible, 100 000 euros, pour soutenir 2 à 3 lauréats par, sur l'année, enfin pour cet appel à projet. Et l'an dernier, on avait effectivement accordé 100 000 euros d'aide pour 3 lauréats sur 7 projets sélectionnés. On va changer de diapo. Et les points clés, je ne vais pas revenir non plus dessus parce qu'on reprend à peu près ce que l'on a dit pour les deux autres programmes. Donc le calendrier là est peut-être plus facile pour vous dans la mesure où on fait le lancement de l'appel à projet en juin. Fin juillet, on a besoin des dossiers de candidature pour se réunir en octobre pour le comité de sélection. Et en 2020, et décembre sera l'annonce des lauréats. Comité dont l'Arbre fait partie. Voilà, ouais, tout à fait. L'Arbre l'Arbre et l'OFB. On va peut-être revenir à des choses plus intéressantes. Ce sont les exemples de projets lauréats. Alors, j'ai pris des lauréats du programme naturel 2025, hein, sachant que je peux quand même vous donner un chiffre que je viens d'avoir tout à l'heure. Entre 2023 et 2025, 94 projets ont été soutenus à hauteur de 4,6 millions, dont 14 éco-restaurations pour les programmes nationaux éco-restauration et naturelle. Alors, on va passer, et donc les dossiers que je vais vous présenter font partie bien sûr de ces lauréats. Alors, un premier dossier en Dordogne, plantation de haies dans 3 fermes. Alors, le maître d'ouvrage est l'association Ferme d'Avenir, qui est une association qui développe les projets agroforestiers. Et donc 3 fermes ont bénéficié de financement pour des travaux que vous voyez affichés en partie basse, là, les travaux envisagés, établissement de diagnostic et d'analyse pédoclimatique, la sélection des essences des arbres qui ont été choisis pour les replantations, hein, puisqu'il s'agit en partie de replanter dans la ferme des Dryades, de travailler sur une lisière forestière pour une ancienne prairie pour la ferme des Bois de Bénigo et dans la plaine du Grand Cros, des prairies pâturées qu'il était nécessaire de replanter pour le bien-être animal. Donc, vous voyez que 450 à 3000 arbres ont été replantés par site. On va passer la diapo suivante. Mais je ne vois plus, c'est bon. Non, mais là, je vais passer rapidement sur cette partie. C'est toujours le même projet, hein, mais où l'on a mis comment dire, en valeur le coût et le plan de financement du projet et les points forts du projet. Mais je passe et vous aurez l'occasion d'y revenir tranquillement de votre côté. un point d'attention peut-être, c'est que chaque projet, quelle qu'en soit la nature, doit avoir une partie d'autofinancement, hein, qui montre l'engagement du porteur Oui, tout à fait. à son succès. Et effectivement, on apprécie qu'il n'y ait pas qu'un seul financeur, mais plusieurs pour assurer la pérennité. Ouais. Donc, deuxième projet en Haute-Vienne, le ruisseau de la Goutte,
à Saint-Jean-de-Ligure, et le maître d'ouvrage étant un syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne, le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne, et le projet étant de rétablir la continuité écologique du cours d'eau, enfin du ruisseau, pour restauration de la biodiversité piscicole. Et vous voyez là, il s'agissait d'un ruisseau qui était sorti de son lit naturel, qui avait été sorti de son lit naturel, et les installations, buses, etc., se bouchant régulièrement, les crues étaient relativement fortes tous les ans. Donc, et surtout, les truites Fario qui étaient censées se reproduire, enfin qui se reproduisaient jusqu'à il y a quelques années dans ce ruisseau, ne passaient plus. Donc, les travaux envisagés étaient évidemment de retrouver le lit du ruisseau et de remettre en état les aménagements de la parcelle après création d'un gué. On va passer rapidement au troisième projet, les jardins de la Maison de la Biodiversité à Caux, en Ariège. Et c'est le Conservatoire d'espaces naturels de l'Ariège qui est maître d'ouvrage. Et il s'agissait là de... en fait, c'est un site qui est situé dans le PNR des Pyrénées ardéchoises, et les abords d'un ancien corps de ferme qui était... Ah non, pardon, c'est pas... non, c'était... Oui, si, c'est ça. C'est les abords d'un ancien corps de ferme qui étaient transformés, qui ont été transformés, qui vont être transformés en espace pédagogique avec jardin en terrasse thématique, sentiers sensoriels, avec comme travaux des restaurations de sol, des plantations de haies, création de vergers de variétés anciennes et restauration de restanques. Alors, on va passer, alors on passe très rapidement, mais vous voyez le plan de financement qui s'affiche avec les différents financeurs. Et là aussi, un autofinancement de 20%. Ouais. Dans ce... Bah, de toute façon, c'est un peu systématique, Oui. les 20%. Oui. Ouais. Et quatrième projet, dans le Morbihan, la restauration du marais de Kerderf à l'Armor-Plage. Et c'est un site qui appartient au Conservatoire du littoral. Donc, il était question de rétablir les fonctionnalités du marais rétro-littoral, et pour garantir tout simplement son maintien, et il était menacé par le comblement et l'assèchement. Passe au cinquième ou sixième projet. Alors, ça se passe dans les Pyrénées-Orientales, et c'est le syndicat mixte Canigou Grand Site qui est maître d'ouvrage sur ce projet de structuration des cheminements sur le massif du Canigou. En fait, c'est un site, le Canigou, c'est vraiment un site emblématique pyrénéen avec une activité pastorale très intense et diversité d'habitats importante, avec notamment une flore intéressante et des espaces animaux protégés. Et donc, la problématique là, c'était bien la gestion des flux de fréquentation et la structuration du réseau d'itinérance douce. Donc, ce sera une façon d'organiser la compatibilité entre la préservation des milieux, l'activité pastorale et les activités de loisirs et de pleine nature. Donc, on va encore passer à un projet dans les Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, puisque c'est un projet qui porte sur à peu près une soixantaine de sites.
et qui est menée par le Conservatoire des espaces naturels PACA par le biais de chantiers éco-travaux d'intérêt général, éco-TIG. Alors, c'est un projet qui nous est apparu très intéressant, puisqu'il implique des personnes en sous-main de justice et il les forme à la préservation des espaces naturels. Donc, c'est un projet vraiment passionnant, voilà. Et les travaux envisagés, ben, vous les voyez, il y a tout un travail de retrait d'espèces exotiques envahissantes, des travaux de réouverture de milieux naturels, de restauration d'îlots artificiels, de retrait de déchets, d'aménagement et d'entretien de sentiers et d'entretien de mobilier. Voilà. Et on va passer maintenant au projet d'éco-restauration. Alors, avec le manoir de Kerqué dans le Morbihan, le maître d'ouvrage étant un particulier, et il s'agit d'un corps de ferme, enfin d'un manoir plutôt, avec 3 corps de bâtiments, dont le logis, qui est le bâtiment que vous voyez sur la gauche, que les propriétaires souhaitent restaurer en un éco-gîte. Donc, évidemment, avec les techniques anciennes, la reprise de matériaux, d'éco-matériaux, de matériaux de réemploi, et une bonne isolation thermique, une restauration complète de maçonnerie, et la conservation, enfin, comment dire, la conservation de la biodiversité du bâti avec la chouette effraie et le faucon crécelle et les chauves-souris qui habitaient ce logis et qui seront maintenus. En Ardèche maintenant, la maison du Gerboul à Tignes, qui est une maison qui appartient au PNR des Monts d'Ardèche et qui a été rachetée par le PNR pour pouvoir y installer une maison d'accueil de visiteurs et un lieu d'activité pour les visiteurs et enfants. Donc, la restauration de la toiture, de la couverture en lauze sera entreprise par le biais de ces travaux, et évidemment une isolation thermique, enfin un gain en efficacité énergétique très fortement affiché. Voilà, puis on va passer à la maison des 7 colonnes à Alençon. Le maître d'ouvrage là est un particulier, une SCI. Et le projet était la restauration du bâti pour y installer 4 à 5 logements sociaux, et avec au rez-de-chaussée une bibliothèque, je crois. Donc, la maison a été complètement restaurée, à nouveau avec tout ce qu'il faut pour que l'efficacité énergétique soit là, et également par des techniques respectueuses de l'environnement. Je ne vais pas revenir sur ce type, mais enfin, sur les travaux. Et je crois qu'il y a on va passer. Alors, je n'ai pas sur mon. Je pense que vous avez là maintenant la Bastide Oui, des la Aurèdes Bastide des Aurèdes, oui, au affichée. Canet des Morts. Voilà. Et alors, je suis vraiment embêtée parce que je ne vois plus rien. Et je ne sais pas comment faire pour revenir chez vous. Parce que ça sera quand même plus facile.
Qu'est-ce que tu as fait pour, à un moment donné, tu m'as Je l'ai mis sur PowerPoint. mis sur PowerPoint. Ah ben voilà, alors peut-être, peut-être. Eh ben voilà, Ouais, super. voilà. On vous retrouve. On vous retrouve, Je ouais. me sentais un peu isolée. Le bouton magique. On va bientôt finir, hein, je crois. Oui, oui, c'est vraiment la dernière présentation, la Bastide des Aurèdes au Canet des Morts dans le Var. Et c'est un bâti qui appartient au Conservatoire du Littoral et qui est installé enfin, dans la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts, qui est un superbe lieu. Et donc, le projet consiste en la réhabilitation de l'ancienne Bastide, hein, pour, d'une part, installer un logement pour le garde forestier, un des gardes forestiers de la réserve naturelle, puisque l'un des problèmes de cette réserve, enfin de la Plaine des Morts, c'est bien les incendies, et qu'il est important d'avoir des présences humaines constantes sur le lieu, en tout cas dans l'été. Et deuxième, au premier étage sont installés des lieux de travail pour les chercheurs qui interviennent pour la réserve naturelle, les inventaires, etc. Donc les travaux, vous les voyez affichés en bas de la slide. Je ne vais pas revenir là-dessus.